Malika Rahal, merci de nous accorder cette entrevue. Vous êtes chargée de recherche au CNRS et vous dirigez l'Institut d'Histoire du temps présent. Votre thèse, soutenue en 2017 et dirigée par Benjamin Stora, portait sur l'union démocratique du manifeste algérien. En janvier dernier, vous avez publié Algérie 1962, une histoire populaire chez La Découverte. Cet ouvrage propose une histoire donc populaire et sensible de l'année 1962. Vous en explorez les différentes périodes en décrivant et en analysant un large nuancier d'expériences sensibles. Et pour ce faire, vous proposez de déplier les scansions majeures de l'année. La fin de la guerre, le cessez-le-feu, la période de transition, le référendum de détermination et enfin, l'été de la discorde et le début de l'indépendance. Ainsi, 1962 se situe au centre du processus analysé et non à son extrémité. Ce renversement de perspective vous amène à circonscrire 4 points de réflexion autour de ce que fait 1962 à la violence, au corps, à l'espace et au temps. Ces 4 approches vous permettent d'interroger tous les paradoxes et concomitances qui marquent l'Algérie en 1962 grâce à une variété de sources et de témoignages. Alors, pour entamer la discussion, je souhaiterais vous faire revenir sur la genèse du livre et sur ce qui vous a amené à travailler sur 1962 en soi. Pourriez-vous retracer votre réflexion sur l'épaisseur temporelle de 1962 ? Oui, merci beaucoup pour cette invitation et cette présentation. Alors dire juste la thèse, c'était 2007, qui est un petit peu plus éloigné et qui veut dire que j'ai commencé par travailler, comme beaucoup de gens qui, depuis la France, travaillent sur l'Algérie, d'abord sur la période coloniale, puisque c'est ce qui intéresse d'une certaine façon la société française au premier chef, mais que assez rapidement, malgré tout, j'en suis venue, et dès la thèse finalement, à me poser des questions posées aussi dans les termes de la société algérienne, alors de la société algérienne à l'époque de la colonisation, mais en fait, dès la thèse, à me poser un peu la question de ce qui vient après. J'avais essayé de mener des entretiens avec d'anciens militants politiques qui avaient travaillé, qui avaient activé dans les années 40, les années 50 et les années 60, et en fait, j'avais été assez frappée par le fait que pour eux, assez naturellement, parce qu'ils parlaient à une historienne, ce qui venait après l'indépendance, après 1962, ne devait pas m'intéresser, ou en tout cas ne devait pas relever de mon champ d'expertise. Assez naturellement, peut-être ça allait, je sais pas, intéresser des sociologues ou des anthropologues, mais normalement ça n'aurait pas dû être mon affaire. Et du coup, après la thèse, dans le début vraiment du métier d'historien, et à partir du moment où j'ai rejoint le CNRS en 2010, cette question de l'histoire de l'Algérie après son indépendance s'est posée dans toute son ampleur. Notamment parce que j'avais travaillé sur les questions de processus politique, de mobilisation, de pratique des militants politiques avant l'indépendance pendant la période coloniale. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que c'était devenu cette socialisation politique, ces habitus politiques, ces lieux, ces pratiques, ces façons d'écrire, ces façons de se réunir, ces façons de chanter, ces façons de se lire le journal mutuellement. Qu'est-ce que ça devient de l'autre côté de la guerre ? Est-ce que la guerre d'indépendance de 1954-1962 efface tout, ou est-ce que, au contraire, assez simplement, au moment où le pays arrive à son indépendance, les gens vont puiser dans ce répertoire d'action collective pour essayer de recréer du nouveau dans l'Algérie indépendante. Une des choses que ça me permettait de montrer, c'était le fait que en Algérie, mais en réalité, ensuite j'ai trouvé aussi les correspondances de cette situation algérienne dans d'autres pays anciennement colonisés, le fait que partout, le régime de parti unique ne s'instaure pas en général du jour au lendemain au moment de l'indépendance, mais qu'on a au contraire une sorte d'entretemps, ce qui est particulièrement adéquat pour notre discussion aujourd'hui, mais d'entre-deux périodes, avec au contraire des tendances à la pluralité, ou en tout cas des négociations de la pluralité, et peut-être des discussions un peu inédites autour de la question de qu'est-ce qui fait unanimité et qu'est-ce qui fait pluralité. Je suis rentrée dans cette question de l'indépendance assez longuement, pendant presque une dizaine d'années. J'ai fouillé plusieurs sujets différents. J'ai pu un peu expérimenter la difficulté qu'il y a à entrer dans un champ dans lequel finalement peu d'historiens sont entrés avant nous,
commençait d'écrire sur les années 70 de l'Algérie, mais finalement aussi de l'Afrique et de l'ensemble du monde arabe, lorsque on n'a pas d'ouvrage de référence, lorsque même établir les dates les plus simples, ça devient un enjeu et une difficulté, lorsqu'on n'a pas les biographies même des acteurs les plus essentiels, comment on peut travailler et le temps que ça nous prend. En fait, le temps investi qui se traduit finalement au bout de plusieurs années par peu d'articles et dans mon cas en tout cas pas d'ouvrage, parce que on n'est jamais satisfait complètement de la quantité de savoir qu'on a réussi à établir, ou qu'on se sent toujours très fragile, y compris sur certaines questions fondamentales. Je cite toujours cet exemple parce que vraiment il va parler aux gens qui regardent ces situations depuis la France, mais quelqu'un de la stature que le second président de l'Algérie indépendante, Houari Boumedienne, qui n'est que l'un des plus grands leaders dont on peut discuter, l'autoritarisme, le socialisme, etc., du monde arabe, on n'a pas de biographie écrite par un historien de ce personnage. Pour la France, ça serait l'équivalent de n'avoir pas de biographie historienne du général de Gaulle, par exemple. Donc ça donne une idée du caractère ténébreux de cette histoire dans laquelle on rentre. Au bout de plusieurs années de ce travail sur l'Algérie indépendante, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup essayé de gommer ou d'effacer ce qui pour moi était le moment où l'histoire s'arrête. Je parlais tout à l'heure des témoins pour lesquels 1962 est le moment à partir duquel c'est plus mon travail d'historienne. Donc j'avais essayé en fait d'effacer ce seuil de 1962 par des entretiens, par des travaux sur des sujets peut-être petits, mais en tout cas qui permettaient l'exploration de la continuité histoire coloniale, histoire de l'Algérie indépendante. Et à un moment donné, il y a une sorte de révélation qui a, je pense, beaucoup mûri en 2012, au moment du 50e anniversaire de l'indépendance. Je me suis rendu compte que j'avais finalement accumulé suffisamment de matière pour pouvoir m'interroger sur la nature de cette rupture de 1962. Et la grande question qui est peut-être celle posée en historienne à l'intérieur de ce livre, c'est la question de savoir ce que 1962 fait au temps. C'est pour ça que cette partie-là intervient à la fin. Pourquoi les témoins ont-ils l'impression que ça n'est plus le domaine des historiens après 1962? Pourquoi des collègues historiens qui parlent de l'histoire du temps présent de l'Algérie considèrent-ils naturel de s'arrêter en 1962? Pourquoi on a si peu de travaux au-delà des questions plus classiques? On n'a pas accès aux archives, c'est difficile, il y a des enjeux politiques, mais il me semblait qu'il y avait là une sorte de consensus de la société et des historiens travaillant sur l'Algérie pour des tas de bonnes raisons, qui faisait que 1962 était un seuil. Et je me disais, mais en fait, qu'est-ce qui, dans l'événement 1962, fait que le temps change de nature et que notre attitude historienne et dans la société se modifie par rapport au temps. Vous revendiquez face à ce sujet immense de ne pas en traiter tous les aspects, mais d'ouvrir des voies, de proposer des questionnements. Pourriez-vous retracer pour nous la démarche intellectuelle qui consiste, à partir de voies particulières, à retracer le corps collectif ? Oui, alors c'était vraiment une approche qui est rendue nécessaire, même si elle est un petit peu paradoxale. C'est une démarche que finalement les historiens de la colonisation connaissent davantage. C'est la question de la possibilité de reconstituer l'histoire ou une histoire dans laquelle ceux qui sont soumis à la domination coloniale, ce qu'on va appeler à la suite de Gramsci et du courant des subaltern studies, ce qu'on va appeler les subalternes, reconstituer une histoire dans laquelle ces subalternes ont toute leur place. Pourquoi c'est difficile? Parce que à l'intérieur d'une société, ceux qui sont soumis à des rapports de domination aussi violents et puissants que le sont les rapports de domination coloniaux sont souvent des groupes sociaux qui laissent moins de traces que les autres. L'analphabétisme de la population colonisée, qui n'est pas total en Algérie, mais qui est néanmoins encore massif au moment de l'indépendance, fait par exemple que les traces écrites sont moins fréquentes. On le sait aussi parce qu'on a lu par exemple Gayatri Spivak, on sait que les archives coloniales ont tendance à ne pas
voir et donner voix à la population soumise à la domination coloniale, et qu'il est donc nécessaire soit de trouver des façons différentes de lire à contre-fil les archives coloniales, avec une grande déperdition de temps, d'énergie et de matière. On va lire une masse considérable d'archives pour essayer d'y retrouver des traces peut-être fugaces de la vie, des expériences, des mobilisations politiques, des actions collectives de la population colonisée, soit d'aller chercher des archives qui, dans une forme d'histoire plus classique, ne sont pas considérées comme des archives nobles. Alors, parfois, on a l'impression que aller chercher aujourd'hui des entretiens, aller chercher de la mémoire familiale, aller chercher des histoires qui se racontent mais qui ne sont pas nécessairement racontées par leurs témoins directs, c'est aujourd'hui quelque chose qui est un petit peu évident, notamment dans l'histoire du temps présent, mais de façon générale en histoire. On oublie quand même, notamment que dans l'université, il y a des résistances qui sont encore très très fortes à ce type d'histoire, et qu'on peut toujours encore hésiter à envoyer notamment des doctorants travailler sur ce type de sujet, parce que malgré tout, on est rassuré par de bonnes boîtes d'archives bien institutionnelles, bien étatiques, qui vont donner du grain à moudre à des étudiants, tandis que les lancer en historien sur une enquête orale, c'est moins certain. On a toujours peur qu'il n'y ait pas assez de matière pour que nous, comme historiens, soyons satisfaits, que nous soyons aussi satisfaits que l'apprenti historien ait fait ses preuves dans ce qui est quand même l'exercice majeur de l'histoire, qui est la lecture d'archives. Donc il y a cet aspect-là de rechercher ces histoires multiples, ces histoires qui ne sont pas encore concaténées en une histoire collective, avec le parti pris d'emblée de ne pas commencer par les archives institutionnelles, qui sont les archives françaises, puisqu'on est encore à la lisière de la période coloniale, et que donc les archives les plus nombreuses, en nombre de cartons, en nombre de feuilles, seraient les archives françaises. L'idée est vraiment de prendre le parti d'aller agglomérer des sources très hétéroclites, très hétérogènes, des mémoires d'acteurs, beaucoup de mémoires d'anciens combattants. Il en est paru beaucoup en Algérie depuis ce qu'on a appelé l'ouverture démocratique de la fin des années 1980. Là, on a une multiplicité d'ouvrages en arabe, en français, certains très bien édités par des maisons d'édition de référence, d'autres qui prennent presque la forme de brochures dactylographiées qui circulent de la main à la main. Donc, utiliser ce type de sources, utiliser des entretiens oraux que j'ai pu mener, y compris dans des enquêtes antérieures sur d'autres sujets, qui sont parfois très frustrantes parce que les témoins ont parfois parlé de 1962 et que moi je ne me suis pas arrêtée pour questionner, revenir, relancer, creuser toutes les questions qui me sont venues en écrivant ce texte, et puis aussi bénéficier de l'accumulation collective, utiliser quand c'était possible et quand les collègues historiens ont bien voulu les partager avec moi, des entretiens réalisés par d'autres, utiliser aussi des entretiens dans des documentaires, des sources qui pour nous sont très problématiques. On n'a pas toujours la possibilité de revenir au rush d'origine, on dépend du montage réalisé par ces documentaristes, mais en même temps cette source elle est là, et dans un contexte où on veut démultiplier les sources, c'est important. Et ajouter à ça des documents très épars et de nature très diverse. D'une certaine façon, l'accession à l'indépendance de l'Algérie, l'année 1962, ou en tout cas certains segments de l'année 1962 sont très photogéniques. Ils ont été beaucoup photographiés, ils ont été filmés. On a parfois des documents d'actualité qui permettent de documenter certains moments. Je pense par exemple aux festivités de 1962. Évidemment, il y a là des regards qui sont particuliers lorsque les journalistes étrangers viennent filmer ou photographier. Et l'idée était d'aller essayer de reconstituer à partir de ces images les expériences vécues
par les Algériens durant ces festivités, essayer de regarder, prendre le temps de regarder les corps pour essayer de reconstituer quelles pouvaient avoir été les émotions ou les ressentis durant ces festivités telles qu'on pouvait les décrire. Alors, je prends un exemple très concret. Des images muettes des festivités, on n'a pas de bande-son, on ne sait pas ce qui est chanté par les foules, mais néanmoins, on va avoir le rythme, parce que les personnes dansent, parce que certaines tapent sur leurs jambes ou dans leurs mains, et du coup, on a une idée, même si on ne l'entend pas, on a une idée de la sonorité du moment. Dans l'introduction, vous interrogez le slogan « Un seul héros, le peuple », et l'importance des différentes scansions de 1962 dans l'affirmation de l'existence du peuple algérien. Votre ouvrage mobilise à la fois donc la notion d'histoire populaire et celle d'histoire des subalternes que vous avez évoquée. À un moment de sortie de la situation coloniale, le social est à la fois partout et invisibilisé. Cela conduit à s'interroger sur la manière de situer la dimension sociale dans les récits de témoins. Plus généralement, comment, d'après vous, dans l'Algérie de 1962, les rapports sociaux à la fois se structurent-ils et se transforment-ils ? Oui, alors l'idée de cette histoire populaire, elle s'est pas verbalisée comme ça dès le départ. Le point de départ, c'était l'idée c'était le constat finalement que l'année 1962 et l'accession à l'indépendance étaient paradoxalement pas connus à travers l'expérience de la majorité de ceux qui sont restés en Algérie en 1962, mais connus plutôt à travers les itinéraires de gens qui quittent l'Algérie en 1962, souvent dans des conditions dramatiques. Ce sont la majorité des Français d'Algérie qui quittent durant l'année 1962. C'est une partie de ceux qu'on a appelés ensuite les harkis, les anciens supplétifs de l'armée française, mais ajoutés à eux dans cette catégorie plus vaste de harkis, tous ceux qui, à tort ou à raison, sont accusés d'avoir collaboré avec les Français. Ça, c'est ce qu'on connaît le mieux parce qu'on a beaucoup de témoignages et parce qu'on a eu plusieurs ouvrages d'histoire vraiment très importants. On les connaît très bien aussi en France parce que, du point de vue de la France, c'est en fait ce qui arrive jusqu'à la France en 1962. Il restait donc à retourner ce regard pour essayer de décrire les expériences de ceux qui sont restés. Et au point de départ, lorsque j'ai commencé à travailler, je disais souvent, moi, ce que je veux faire, c'est une histoire des gens. En fait, c'est une histoire des gens ordinaires, mais vous le voyez bien, l'histoire des gens, ça veut tout dire et rien dire. Les gens ordinaires, encore moins. De quoi parle-t-on de ce que l'on dit lorsque l'on dit cela? Mais en réalité, l'histoire populaire, la People's History de Howard Zinn, par exemple, une de ses traductions, c'est bien ça, c'est une histoire des gens. On l'a traduit par l'histoire populaire ou l'histoire du peuple, mais c'est aussi cela que dit cette expression. Et puis du côté algérien se pose aussi cette question qui devient fondamentale pour plusieurs raisons. D'abord parce que le slogan « Un seul héros, le peuple » est le grand slogan de 1962. Il intervient pourquoi? Parce que le Front de libération nationale qui a mené l'indépendance, qui a mené la lutte pour l'indépendance, arrive au moment de l'indépendance à un temps de crise politique très aiguë, qui fait que certains de ces leaders sont en lutte les uns contre les autres. C'est une lutte qui finira par être remportée par Ahmed Ben Bella, le futur premier président, et Houari Boumedienne, le chef de l'armée, qui sera le futur ministre de la Défense et futur second président de la République. Et Un seul héros, le peuple, était l'un des slogans proposés et en quelque sorte jetés dans la rue au moment de ce conflit pour dire on va pas faire une bagarre de leaders. Ce qui est au cœur de cette lutte populaire pour l'indépendance, c'est le peuple. C'est aussi la question du peuple parce qu'en réalité ce qui est créé le 25 septembre 1962, c'est la République algérienne démocratique et populaire. Donc on est vraiment dans cette affirmation programmatique, idéologique très forte du peuple. Dire qu'elle est idéologique, ça n'est pas nécessairement l'écarter d'un revers de main, c'est aussi revenir à pourquoi ça fonctionne si bien en 1962, parce que c'est aussi quelque chose
qui est largement partagé, ce sentiment, cette compréhension de la situation comme une situation où le peuple doit être au centre. Donc poser la question de l'histoire populaire, c'est aussi poser la question de ce moment où en quelque sorte le peuple intervient sur la scène, non pas seulement comme un slogan, mais aussi dans la réalité de la rue. On est à la fin de la dernière séquence de la guerre, qui probablement commence avec les manifestations de décembre 1960, après un temps où vraiment la rue, notamment dans les grandes villes, est une rue qui est soumise à une répression terrible, notamment depuis la bataille, la maldite bataille d'Alger de 1957. Depuis décembre 1960, on voit que dans les quartiers algériens, il y a une effervescence, il y a des manifestations qui partent de ces quartiers algériens et qui tentent d'essayer de repousser les limites de la zone qui est réservée à la population algérienne, qui tentent d'aller au conflit avec les forces de l'ordre françaises. Et ce conflit, il devient de plus en plus aigu, il est en même temps joyeux et combatif, il est émeutier et festif. Et finalement, depuis janvier 1962, pratiquement jusqu'à l'indépendance, cette effervescence dans la rue, elle continue à être omniprésente. Elle donne notamment sa sonorité au moment. On trouve des sources rédigées par des pieds noirs d'Algérie durant l'année 1962 qui écrivent quotidiennement à quel point les youyous, les chants que l'on entend dans les quartiers lointains sont vraiment perçus comme une menace, la menace de cette vague algérienne qui est en train d'emporter l'Algérie française pour des populations françaises d'Algérie, pour la majorité desquelles l'accession à l'indépendance, ça va vraiment être la fin du monde, ça va être en tout cas la fin de leur monde. Donc vous proposez une approche sensorielle pour appréhender 1962. D'après vous, qu'apporte la dimension de sensorialité à la compréhension des événements, notamment par rapport à une approche d'histoire des émotions et des émotions en politique ? Oui, alors c'est une vraie bonne question et que peut-être je ne m'étais pas posée dans ces termes-là. Pourquoi ne pas poser les choses plus franchement en termes d'émotion ? Probablement parce que au départ de ce projet, et peut-être l'un des moments où le projet est né, il y a un certain nombre d'entretiens menés sur de tout autre sujet, par exemple des sujets liés justement à la mobilisation politique ou à la vie politique, durant lesquels j'interviewais des militants sur l'ensemble de leur parcours et je retraçais en quelque sorte leur carrière politique. Et c'est à force de ces entretiens que je me suis rendu compte qu'il y avait un moment fondamental pour eux, qui était ce moment de 1962. D'entretien en entretien, j'ai commencé à en faire un motif. Lorsque les personnes ne m'en parlaient pas spontanément, j'essayais de voir si quand on disait simplement 1962 ou l'indépendance, qu'est-ce que ça faisait sortir comme histoire, comme type de récit. Et ce qui m'a frappé dans ces entretiens, c'est le fait que souvent, ce que ça provoque, c'est un temps de silence. C'est quelques phrases, et puis si l'on creuse un petit peu plus, si l'on dit, mais en fait, vous, vraiment concrètement, vous étiez où ? Est-ce que vous avez participé à ces festivités ? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'était, par exemple, les festivités ? Il y a un moment de silence et un moment où les témoins perdent la voix face à l'énormité de ce qu'a été pour eux 1962. Des gens qui ensuite, une fois que l'émotion est passée, il y en a qui pleurent, il y en a qui se mettent à rire, voilà, il y en a qui doivent s'arrêter un petit instant, ils se mettent à raconter souvent des anecdotes dont on ne peut pas toujours vérifier à quel point elles sont vraies, elles sont fausses, des affaires de les festivités, dans ma famille, il y a une tante qui venait d'accoucher, mais malgré le fait que son bébé était nouveau-né à la maison, elle est quand même sortie. Ma sœur, elle est sortie, on l'a plus vue pendant 3 jours, dans un univers où les femmes ne sortent pas aisément et ne sortent pas aisément seules. Alors, et ne passent pas la nuit dehors. Enfin, voilà, la transgression par ces anecdotes concernant les femmes qui disaient en quelque sorte l'énormité de ce qui se passait. Et je suis partie de cette émotion première. On est aussi dans une
société où peut-être on ne nomme pas aisément les émotions, on ne les raconte pas facilement. On n'est pas dans une société et on n'est peut-être pas dans des milieux sociaux où l'introspection est un sport collectif. Donc vous n'allez pas aller voir une vieille dame, peut-être encore aujourd'hui analphabète, pour lui demander de poser des mots sur ce qu'elle a vécu. Je me rappelle d'une dame en particulier, je lui ai dit voilà, le 62 pour vous, l'indépendance pour vous, les festivités pour vous, et elle me disait Ya benti kull shra, tout s'est passé. Et débrouillez-vous avec ça pour aller démêler les émotions. Donc finalement, peut-être questionner les émotions, c'était pas une entrée aisée dans mes interrogations. Par contre, utiliser les récits, utiliser les mémoires d'anciens combattants qui, eux non plus, ne sont pas forcément sont avares de mots sur ces émotions, ça permettait de toucher la question des ressentis. Que là, on pouvait trouver davantage d'informations et ça nous disait aussi quelque chose sur la nature de l'événement. Alors parfois, les deux sont connectés. Parfois, vous pouvez retrouver de l'émotion à travers la description d'un ressenti sensoriel. Je pense par exemple à la façon dont les témoins, par écrit ou par oral, racontent le moment où ils ont appris le cessez-le-feu, et notamment les combattants maquisards, qui utilisent la description du paysage comme une façon de dire la transformation interne qu'ils vivent au moment où ils apprennent le cessez-le-feu. 1 minute, le paysage est une ressource dans la guerre, dans la guérilla, dans la guerre révolutionnaire. La minute d'après, le paysage est un paysage poétique, est un paysage où ils écoutent le chant des oiseaux, et c'est un paysage qu'ils observent parce qu'il est aussi le lieu où reposent les camarades qu'ils ont perdus durant la guerre. Donc la perception du paysage, leur sens en action, le parfum, le son des oiseaux, ça devient une façon de raconter la transformation interne. Et puis, ce qui m'a frappé dans tous les témoignages et les mémoires, c'est le fait que les sens sont en action tout le temps. Il y a des rafales d'événements, il y a des rafales sonores, il y a du chant, il y a encore de la violence, il y a encore des tirs, il y a encore du canon, et tout ça peut avoir lieu en même temps. Et donc, pour raconter l'intensité, beaucoup de témoins utilisent ces récits sensoriels. Finalement, d'un point de vue sensoriel, on atteint cette effervescence dont je parlais tout à l'heure pour l'occupation de la rue, l'effervescence qui est aussi un temps d'hyperactivité des sens, des perceptions, une sorte de saturation des sens, d'énergisation, d'hypervigilance aussi, durant laquelle beaucoup de témoins vous le disent, on ne dormait pas, on ne dormait pas. L'espace public et ses réappropriations multiples sont au cœur de votre ouvrage. Les sources de ce point de vue sont nombreuses, bien qu'elles mettent au cœur l'expérience collective d'appropriation des espaces. Comment, d'après vous, est-il possible de proposer une histoire des espaces publics qui permettrait d'envisager à la fois les expériences individuelles et collectives de ces espaces ? Oui, ce que je fais ici, c'est de mettre en corrélation ou de croiser tout simplement à la fois des témoignages, donc des témoignages où, par exemple, des habitants algériens des villes, c'est beaucoup vrai à Alger et à Oran où la population française était très nombreuse, pour saisir dans leur témoignage ce que signifie pour eux l'exode des Français d'Algérie. C'est l'expression qu'on utilise déjà en 1962. Qu'est-ce que ça veut dire proposer une histoire vue d'Algérie de l'exode des Français? C'est ne pas choisir de les suivre dans leur exode, mais rester sur place et rechercher dans les témoignages ce moment où certains témoins vous disent « on s'est réveillé un matin ». Et dans notre quartier, qui pouvait être un quartier mixte, il n'y avait plus de Français. Et c'était la surprise. On ne s'y attendait pas, et d'ailleurs on ne le souhaitait pas.
ce sur quoi la majorité des sources algériennes sont parfaitement d'accord. Ça concorde notamment avec les déclarations politiques, en fait. Mais on a cette surprise individuelle à l'échelle du quartier, de la rue, de l'immeuble. Nos voisins sont partis, ils nous ont donné les clés, ils nous ont dit gardez-nous les clés, peut-être qu'on reviendra. Et on a, certains vous disent, on a arrosé les plantes, on a arrosé le jardin de voisins français. D'utiliser d'autres sources, je le fais pour une ville moyenne. Regardez par exemple le bulletin municipal. Avant même l'indépendance, février, mars, avril ou mai, le bulletin municipal, c'est un lieu où les notaires doivent publier les achats et les ventes des commerces. Et donc tout à coup, vous pouvez lire de petite annonce notariale en petite annonce notariale, vous pouvez voir comment les commerces locaux changent de main. Comment tout pour le pneu est vendu par monsieur Dupont à Mohamed Ben Ahmed, par exemple. Comment certains commerces sont rachetés par des femmes. Comment, petit à petit, dans toutes les rues du centre-ville français, d'une ville de caserne, donc d'une ville absolument coloniale, les commerces changent de main. Et le détail savoureux au milieu de tout cela, c'est que l'imprimerie qui imprime ce petit bulletin municipal change également de main, que quelques jours plus tard, la rédaction en chef change de main, passe d'un Français qui prend sa retraite, dont on comprend qu'il rentre en France, passe à une main algérienne, et que du coup, quelques jours plus tard, la page de une s'interroge sur quelque chose qui n'aurait jamais intéressé le lectorat ancien de ce bulletin, qui est comment les pays africains vont pouvoir faire l'unité grâce au marché de l'énergie ou grâce au marché du pétrole. Des questions qui vraiment, pour la population coloniale de cette petite ville, auraient été complètement exotiques, voire franchement hostiles, mais qui sont des questions que se posent les Algériens de 62. L'accès aux archives en France et en Algérie sous-tend l'écriture de l'histoire de 1962. Pourriez-vous revenir sur votre expérience de ces archives, et notamment ce que le Hirak a pu modifier ou non dans l'accès aux témoins et aux archives? Oui, alors on le sait, l'accès aux archives a connu des aléas sur lesquels je ne vais pas revenir parce que ça serait long. En tout cas, pour ce qui concerne la France, on connaît bien l'engagement des historiens autour de ces questions. Pour l'Algérie, en tout cas pour les archives nationales, les choses sont presque encore plus compliquées. Elles ont été aussi changeantes dans les dernières années. On est aujourd'hui dans une situation où les archives nationales ont des procédures qui rendent vraiment presque impossible l'accès aux archives nationales. Néanmoins, il y a en France une masse dans laquelle il aurait été possible de se plonger pour documenter cette histoire. Mon choix au départ du livre a été de repousser à la fin le fait, par exemple, de se plonger dans les archives françaises de cette période. Pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que j'aurais pu me plonger dans des archives militaires qui m'auraient appris dans chaque localité comment les unités de l'armée française se sont retirées, comment les unités de l'ALN ont avancé de l'armée de libération nationale, comment des comités de transition qu'on a appelés les comités de cessez-le-feu se sont créés avec des Algériens et des Français. J'ai préféré raconter cette histoire et m'obliger à raconter cette histoire à partir des témoignages algériens parce que je savais ce qui allait se passer, c'est que la masse des documents allait me noyer, elle allait me prendre des années et que j'allais passer des années à tamiser tout cela pour trouver ce qui m'intéressait. La tentation alors aurait été de raconter ce que j'y ai trouvé, c'est-à-dire une histoire de l'armée française durant l'année 1962. Et je ne voulais pas me soumettre à ce risque-là et à ce risque de céder dans le projet de départ. Donc je me suis dit, moi je vais tamiser autre chose, je vais tamiser ces témoignages, il y en a moins, ils sont plus parcellaires. Certains d'entre eux, par exemple, proposent eux-mêmes des copies de PV des commissions de cessez-le-feu rédigées par les Algériens, qui sont du coup le pendant plus rare
de ce que l'on trouverait dans les archives de l'armée française. Et puis ce projet d'aller plus tard dans les archives françaises a été mis à mal par deux choses. D'abord ce qu'on a appelé l'IGI 1300, cette mesure ou l'application de ce texte un peu ancien qui rendait vraiment très difficile l'accès aux archives et qui fait que beaucoup de fonds d'archives en France ont temporairement fermé. Et ensuite, la crise du Covid, qui a fait que du coup, ces sondages dans les archives françaises ont été plutôt rares. Mais je voudrais insister sur ce choix de départ, qui est vraiment un choix dont on comprend que, par exemple, pour des doctorants, il est très difficile à faire. Parce que c'est difficile pour des doctorants qui rentrent dans un sujet de se priver de cette masse d'archives existantes pour aller vers des archives moins certaines, moins nombreuses, moins durcies, moins officielles et qui vont moins impressionner peut-être ou qui risquent d'être contestées davantage dans un jury de thèse, alors même que si l'on a lu Edward Said, si l'on a lu Gayatri Spivak, on sait à quel point ce choix il est fondamental, il est éthique, il est politique, quand bien même il risque d'être coûteux dans une recherche. Votre démarche d'histoire des gens en 1962 permet d'ouvrir la voie à une histoire de l'Algérie indépendante. Vous avez dans le passé donc pointé le manque d'études historiques de l'Algérie après l'indépendance. À quel point faire l'histoire des gens en 1962 vous semble-t-il permettre d'ouvrir la voie à une histoire de l'Algérie indépendante ? Alors je vous ai dit tout à l'heure, en fait, quelque part ça s'est passé dans l'autre sens, c'est-à-dire que je suis arrivée à 62 parce que j'avais travaillé sur l'Algérie indépendante, mais vous avez raison de reposer la question de l'impact que ça a en retour. Pour moi, ça a été vraiment un moment nécessaire pour questionner ce seuil de 1962 et revenir à l'histoire de l'Algérie. Alors je dis revenir, mais c'est pas chronologique évidemment, c'est rentrer en quelque sorte mieux armé dans l'histoire de l'Algérie indépendante. Vous m'avez posé tout à l'heure la question de ce qui se change dans l'Algérie d'aujourd'hui et notamment à partir du Hirak en ce qui concerne l'accession aux témoignages, l'accession aussi aux archives. D'une certaine façon, c'est difficile à dire encore parce que le Hirak a été un moment extrêmement intense durant lequel il a été très difficile de travailler en historien. Ça a été finalement un autre moment d'effervescence. D'ailleurs, les marcheurs de ce qu'on appelle en Algérie les marches, c'est-à-dire les manifestations, ont vu la parenté eux-mêmes ont rappelé 1962 dans leur première marche. C'est un autre grand moment d'effervescence. Comme en 62, on ne dort pas, on a des mélanges de grandes joies, de grands enthousiasmes et de grandes anxiétés aussi. On a un mélange de projection vers l'avenir et d'inquiétude, de gens qui vous disent je dors pas, de grandes disputes aussi entre les gens, enfin une sorte d'activité presque fébrile autour du Hirak. Ça a été suivi par d'abord peut-être un moment de refermeture politique, c'est-à-dire que ce qui se passait en haut, que moi je ne saurais pas décrire aussi bien probablement que des politistes, a été d'abord un temps d'ouverture et puis peut-être un moment de refermeture aujourd'hui, surtout a été suivi par le Covid, qui n'a pas permis à quiconque ni d'aller travailler dans les archives, ni d'aller mener des campagnes d'entretien avec des personnes âgées au risque d'aller leur apporter le Covid et mettre leur vie en danger. Donc, peut-être nous verrons dans quelques années l'impact de cette séquence. Il n'est pas certain que ça change fondamentalement la donne. Ce qui change, et peut-être dans le plus long terme, c'est que finalement, là où peut-être je me sentais vraiment seule il y a une dizaine d'années à vouloir travailler sur l'Algérie indépendante, forcément nous sommes bien plus nombreux aujourd'hui. Plusieurs thèses poussent un peu la limite, poussent les conséquences de leur sujet vers l'Algérie indépendante, proposent des histoires du temps présent qui rendent nécessaire l'effeuillage du temps, qui rendent nécessaire de se questionner sur comment
un objet d'étude a été raconté durant les années du socialisme, durant les années boumediénistes, durant les années 1980 et la bascule vers une forme de capitalisme, durant la violence des années 1990 ou les années Bouteflika des années 2000 et du début des années 2010. Et enfin, je souhaiterais revenir sur la façon dont vous envisagez votre propre posture et sur la façon de faire, depuis la France, en France, une histoire de l'Algérie en 1962. Évidemment, il y a la question de la langue, de comment traduire les expressions, les slogans, mais aussi j'aimerais savoir comment les témoins se positionnaient par rapport à vous. Oui, alors c'est une bonne question et elle est difficile, on pourrait en parler pendant longtemps. Dire en tout cas qu'il y a une école très forte d'études sur l'Algérie en France qui est menée par des historiens et des historiennes vraiment aguerris, qu'il y a des difficultés dans ce champ des études sur l'Algérie qui sont à la fois inhérentes au fait que nous travaillons en France, dans l'ancienne puissance coloniale, et que nous travaillons sur des pays du Sud qui sont donc des questions qui sont partagées avec tous ceux qui travaillent sur d'autres pays africains, d'autres pays dans le monde arabe. Il y a eu des difficultés d'accès au terrain. On a énormément de sources en France. Ça donne parfois l'illusion que l'on peut travailler depuis la France sans parler la langue. Que l'on peut travailler depuis la France sans nécessairement aller en Algérie ou avoir une expérience de terrain, qu'on peut le faire sans passer par l'enquête orale. C'est extrêmement problématique ce type de posture dans la mesure où on est dans une société où on le sait, pour avoir accès à une histoire algérienne de l'Algérie, il n'y a pas de choix, il faut en passer par des témoins. C'est-à-dire des précautions que l'on peut avoir quand on est dans une histoire européenne, où on se dit, bon, moi je fais le choix méthodologique de ne passer que par l'archive, ça peut être beaucoup plus délicat quand on travaille sur une société qui demeure encore une société où la mémoire orale est forte et qu'on a si peu d'archives qui nous donnent accès à un vécu notamment pour la période coloniale, au vécu de l'ancienne population colonisée. Après, il y a d'autres questions qui sont plus inhérentes aux parcours individuels. Je ne suis pas la seule historienne aujourd'hui à avoir à la fois un ancrage en France et une nationalité, pour le dire en termes de nationalité française, et une nationalité algérienne. Je reviens tout juste d'Alger où nous avions avec plusieurs collègues cette discussion où je posais notamment la question du rôle que peut jouer, ou pas d'ailleurs, que devrait jouer ou pas l'émigration algérienne en France, le fait qu'il y a une possibilité de parler dans les termes et selon les questionnements de la société française, mais aussi dans les termes et les questionnements de la société algérienne, avec le risque également, qui pour moi est une sorte de question que je vais dramatiser en la posant, mais elle est nécessaire à avoir en tête constamment, qui est celui de parler à la place d'autres collègues, de devenir en quelque sorte la voix algérienne qui en quelque sorte justifie la pluralité des points de vue dans un colloque, qui en quelque sorte, voilà, avoir un nom algérien, ça fait que vous êtes sûr que votre panel, il est pas seulement français, et ça ne convient pas. Et ça ne convient pas, il faut quand même aller faire cet effort d'aller chercher des historiens qui travaillent sur place dans des conditions qui ne sont pas les mêmes, qui vont avoir un positionnement même géographique qui n'est pas le même. Ça pose pour peut-être, d'autres le diraient peut-être mieux que moi, cette multi-appartenance ou cette multi-localisation, elle pose aussi, à mon sens, constamment la nécessité de devoir se localiser quand on parle, avoir constamment, et peut-être plus que d'autres, à l'esprit la question de savoir où parle-t-on, à qui parle-t-on et à quelles questions, d'où viennent les questions auxquelles on répond, dans des champs du savoir qui ne sont pas indépendants l'un de l'autre aujourd'hui, où il y a encore des rapports de domination,
ou la question du néocolonialisme, des formes d'impérialisme, mais aussi des formes de soft power des anciennes puissances coloniales sur leurs anciennes colonies se pose encore vraiment. Cette question de savoir à qui répond-on et ces questions proviennent-elles du nord ou du sud? Sont-elles importées et par qui sont-elles importées dans un pays ou dans l'autre? Elles sont à la fois très complexes, éthiquement, politiquement, elles sont en même temps fondamentales. Merci beaucoup Malira Caral. Merci à vous pour ces questions. Merci.